Hail to the king is dead. On va voir Skrull like a king. Hein. On va faire une attaque FUD. Hein. On va parler un peu de post-exploitation, surtout d'évasion. Hein. Vous savez que l'évasion, c'est contourner en fait les systèmes de défense, l'antivirus, ce qu'on appelle les EDR. Hein. Ça permet l'unleak de faire des payloads qui sont fileless. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ce délire? Eh bien en gros, vous allez voir qu'avec Scroll, on va pouvoir signer numériquement nos fichiers, nos payloads, nos charges utiles. Donc déjà, c'est un bon point pour l'antivirus, il va être extrêmement content. Windows aussi, puisque vous allez contourner toute leur liste noire. On va revoir les bases très succinctement. Hein. Il y a beaucoup d'appels aux API, hein, puisque vos antivirus en fait se servent d'interfaces de programmation qui sont directement codées dans le kernel, dans le noyau. Alors, ça pose problème. Hein. On a des hooks, hein, ce qu'on appelle des crochets en programmation, et là ils tournent dans le noyau. Ça veut dire directement sur le processeur. Donc je peux pas faire des techniques de unhook, hein, pour contourner, pour faire un bypass au niveau des interfaces de programmation. Donc on a eu une conférence qui s'appelle RootCode, hein, une conférence de hackers chaque année aux Philippines, en Malaisie je crois, pardon, je vous dis des bêtises. Et cette année, on a monsieur Shen Kaoma qui nous a fait une excellente présentation et qui a créé donc quelqu'un de brillant, 15 ans d'années en post-exploitation. Il a écrit un bouquin assez incroyable sur les menaces persistantes avancées Windows. Euh, Excellent en rétro-ingénierie, en C, C++, C Sharp, en assembleur. Le mec, c'est une machine de guerre. Donc il nous explique hein, que, bah oui, en fait, hein, vous le savez, pour les concepteurs de logiciels malveillants, c'est le jeu du chat et de la souris, avec les solutions de sécurité. Hein. Au niveau du stade de post-exploitation, on doit cacher nos portes dérobées. Hein. Malheureusement, vous savez qu'elles sont de plus en plus détectées. Hein. Les logiciels malveillants se font flaguer. On a vu hein, les efforts qu'a fait Microsoft ces 5-6 dernières années, et honnêtement, hein, l'antivirus Microsoft était une grosse merde, hein, une vraie blague, et Defender maintenant est parmi un des meilleurs, hein, puisque on a commencé à mettre des techniques d'analyse forensique poussée. Hein. On va revoir un petit peu les bases, ce que je vous disais, heuristique, analyse statique, analyse dynamique, et on va essayer de comprendre pour nous, red teamer, pour nous, offensif, attaquant, hein, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour contourner les systèmes de protection des antivirus, les EDR, et ce qu'a mis en place en fait Microsoft. Donc le but en fait, hein, c'est votre antivirus, il va, je vous disais, utiliser des interfaces de programmation qui tournent au niveau du noyau notamment, et dès qu'un processus est spawné, hein, spawné c'est-à-dire qu'il apparaît, hein, typiquement quand vous cliquez sur quoi? Sur un fichier exe dans Windows, hein, il y a un événement qui est créé. Ensuite, on sait, hein, au niveau de explorer.exe, explorer.exe va créer des processus enfants. Hein. Donc je vais rentrer dans les détails après, mais on a des appels à des méthodes, des fonctions en C, hein, qui permettent de créer, soit de créer de toutes pièces un fichier, soit de l'exécuter. Hein, et c'est généralement à ce moment-là que quoi? Que votre antivirus hein, se met en branle. Il va venir analyser. Maintenant, vous savez qu'il y a une composante cloud. Il va venir envoyer même le fichier sur VirusTotal pour comparer avec un moteur de signature de l'ensemble hein, des fabricants antivirus. Avant, il y a 10, 15 ans, 20 ans, les antivirus se faisaient la guerre. Maintenant, ils ont compris qu'il fallait qu'ils travaillent de pair. Hein. Donc, tous les moteurs sont unifiés. Hein. Je vous ai montré Hybrid Analysis, je vous ai montré VirusTotal, je vous ai montré Analyzer, toutes ces sortes de cloud hein, qui permettent d'aller faire tourner le virus, l'analyser en statique en tout cas dans un premier temps, et grâce au code, grâce aux marqueurs, aux patterns, on va trouver s'ils sont malicieux. Hein. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui est ambigu, qu'est-ce qui est suspect, et ça va être envoyé au centre de réponse de sécurité pour être analysé hein, via les SOC par les chercheurs
les antivirus, les chercheurs en cybersécurité. Donc comme je vous le disais, on avait de nombreuses méthodes avant en fait, qui étaient utilisées dans la nature par les pirates informatiques contre justement les chercheurs. Le but du red teaming, c'est de faire la nique au blue teaming. Le monde du blue teaming, c'est de faire de la nique au red teamer. C'est aussi simple que ça. Donc on pouvait utiliser ce qu'on appelle un hijack com. Comme vous savez, c'est utilisé en programmation en fait. Ça permet de faire tourner certaines choses au sein de Windows et on pouvait faire un détournement comme pour masquer en fait les logiciels malveillants. Le déploiement d'un rootkit basé sur un hook de noyau, parce qu'on peut se servir aussi des hooks en défense comme on peut se servir des hooks en attaque. Typiquement, si j'arrive à placer un hook au niveau du kernel, je commence à faire à la fois de l'évasion et je fais de la persistance. Le noyau est corrompu. À chaque fois que la machine se relance, vous ne pouvez rien faire. Ça a été injecté via un hook dans le noyau. Donc vous n'avez plus qu'à réinstaller votre système d'exploitation. Si le rootkit est basé dans votre BIOS UEFI, là vous pouvez rien faire. Vous pouvez jeter votre carte mère. Puisque en reflashant un autre BIOS UEFI, c'est même pas sûr que le rootkit soit écrasé. Typiquement, c'est le genre de menace persistante avancée utilisée par les agences de renseignement. On a également le contournement de l'analyse, qui est basé sur les signatures, et plein d'autres choses. Mais, comme toujours, en offensif, on n'a pas toujours de méthode suffisamment robuste pour contrer ces techniques, parce que les chercheurs ne peuvent souvent pas comprendre totalement, en fait, comment le malware fonctionne en interne, même s'il est détecté, il est analysé. C'est pour ça que après, on va demander à une personne humaine. Je vous ai dit, on utilise du machine learning, on utilise de l'heuristique, mais rien ne vaut un bon cerveau humain avec une quinzaine d'années d'expérience, qui va, lui, essayer de comprendre. Parce que c'est bien d'automatiser, mais c'est comme tout. On peut avoir des faux positifs, des faux négatifs, on peut passer à côté d'une menace. Donc on va se mettre en situation. Les logiciels malveillants acquièrent en fait une protection DRM. Le DRM, ce principe de DRM, il est partout. Ça empêche notamment à l'industrie du cinéma de copier. Vous avez des DRM dans vos logiciels, vos jeux vidéo, vos applications, vos DVD, vos Blu-ray, vos CD. Typiquement, il va falloir cloner le CD à l'identique pour pouvoir contourner le système de protection DRM. On avait des logiciels dans les années 2000, clone CD par exemple, qui permettait de contourner les DRM. Mais techniquement, c'est quoi? C'est que dès que tu copies ma propriété intellectuelle, mon bout de code, mon application, mon jeu vidéo, il peut plus se lancer. Tu n'as pas la clé. Vous savez que dans le Juarez, donc dans le monde de l'illégal, au niveau des applications, au niveau des jeux vidéo, on a la cerise. La cerise, c'est un bout de code qui a été modifié, qui est généralement l'exécutable. Ça va être le PE header, justement, qui va lancer l'application et qui va contourner le système de protection. Ce système de protection, c'est un DRM. Alors, les gars qui font les malwares, les red teamers se sont dit, mais pourquoi pas, nous aussi, on pourrait mettre en place des protections DRM. Et là, ça devient complètement dingue. En fait, les fournisseurs de sécurité doivent être prêts à gérer cette situation au sein de la ligne Maginot, comme on dit toujours, de leur propre défense. Le problème, c'est que c'est pour ça qu'on s'est fait mettre une déculottée d'ailleurs pendant la guerre 14-18, c'est que la ligne Maginot, comme la ligne Siegfried et tout ça, on peut la contourner. 14-18, 39-45, c'est pareil. Vous avez des lignes de défense, mais ces lignes de défense peuvent être contournées par les adversaires. Là, la technique de protection du DRM au niveau d'un malware, c'est complètement dingue, et je vais vous en parler de façon plus détaillée. Donc c'est le principe d'offuscation. J'offusque le code pour empêcher la rétro-ingénierie, j'offusque le code pour empêcher d'être détecté. Ça va me permettre d'avoir la persistance, de me maintenir l'accès sur le long terme dans un système d'information, sur un serveur, sur un poste client, et ça va me permettre l'évasion des EDR, des antivirus, de tous les systèmes de défense. C'est comme un bombardier furtif qui vole la nuit, qui fait pas beaucoup de bruit, qui émet pas trop d'infrarouge
et qui a une surface équivalente radar qui est faible et qui va voler au ras du sol, hein, à 600 km/h. Eh ben, il y a très peu de chances que vous le détectiez. Et quand vous allez le détecter, il sera trop tard, hein. Il sera il sera plus qu'à 2 minutes de lâcher ses bombes GBU-24 guidées par laser sur votre petite gueule, hein. Typiquement, c'est le B2 Spirit qu'ont les Américains, hein. Mais je vous fais des métaphores tout le temps pour comprendre, hein. Donc, on verra une démonstration. Je vais vous montrer en live 3 preuves de concept et je vous montrerai sur GitHub comment choper Scrum, hein. Donc, on a des méthodes bien connues de post-exploitation, hein. On va voir d'abord les techniques pour cacher les logiciels malveillants, détournements comme rootkit et plus, les anti-débuggers, les bacs à sable, les machines virtuelles, les compresseurs personnalisés, je vais vous en parler brièvement. Les méthodes dites de mascarade, hein, qui permettent l'évasion, c'est ce qu'on appelle le shadowing, le hollowing, le double ganging et l'arpaderping. Pardon, je vais y arriver. Donc c'est toutes les techniques qui étaient utilisées il y a 6 mois, jusqu'en 2021, on va dire. Ok, en 2022, on a de nouvelles techniques. Là, la technique que je vais vous montrer, elle a quelques mois. En fait, elle est connue de peu de personnes et ça vous permet, je m'en sers pour faire mes tests d'engagement. Je peux contourner n'importe quoi. Vous allez voir, c'est totalement dingue. Donc, il faut comprendre le Network File System, hein. Il est présent partout, omniprésent, omnipotent, le NTFS, dans Windows, hein. On a ce qu'on appelle les flux, hein, les data streams, hein, ce qu'on appelle les ADS, hein. Euh, on a aussi une façon comment Windows verrouille les fichiers exe d'un processus en cours d'exécution, hein. Vous lancez un jeu, vous lancez une application. Le problème, c'est quoi? C'est que si vous voulez supprimer l'exé, Windows va vous dire le processus est en cours d'exécution, hein. L'abus d'ADS va nous permettre de dissocier le fichier exe d'un processus. Je vous ai dit, en fait, vos antivirus vont analyser le header. Et dans le header, on va envoyer de fausses informations. On va avoir un flux avec de la data, hein, qui va berner l'antivirus. On va lui dire, écoute, c'est un simple fichier texte. Et en fait, camouflé là-dedans, encapsulé, hein. S'il est encapsulé, c'est comme le routing en oignon, hein. Vous pouvez, le principe de l'encapsulation, je vous dis, on fait du SSH over DNS, on peut faire du DOH, hein, du DNS over HTTPS. Ok, le DNS n'est pas une communication chiffrée, mais si je l'encapsule dans une communication HTTPS, elle est chiffrée. Donc on a cette technique à la fois en programmation, à la fois dans le réseau, où je peux me servir d'un canal auxiliaire qui n'est pas chiffré, DNS, c'est le meilleur exemple, ou HTTP, ok, ou n'importe quoi en fait, et je peux l'encapsuler dans une communication HTTPS, ok. Donc ces deux tuyaux, on a un petit tuyau et il y a un plus gros tuyau qui vient l'avaler, ok. Mais de l'extérieur, on voit que le gros tuyau. On ne sait pas qu'à l'intérieur, il y a un autre petit tuyau, hein. Comme si dans un pipeline, eh ben, on faisait passer un plus petit pipeline, ok. Et vous vous dites, ah bah là, ça fait passer du gaz. Ouais, ça fait peut-être passer du gaz, mais au milieu du pipeline, il y a un plus petit pipeline et il fait passer du pétrole. Ok? Mais vous, de l'extérieur, vous le voyez pas. Vous pouvez même pas deviner qu'il existe. Et ben c'est pareil. Au niveau du spawn des processus, on va feinter tous les antivirus, on va empocher la rétro-ingénierie, on va pouvoir supprimer le fichier exe d'un processus en cours d'utilisation, hein, en faisant la nick au NTFS. Hein, c'est ce principe de force unleak que je vais vous montrer. Et on va faire donc une attaque sans fichier, hein. C'est-à-dire que c'est le niveau de sophistication le plus furtif qu'on puisse faire. Ok, on va spawner en mémoire un processus qui n'existe pas, qui n'est pas présent sur le disque dur, et pourtant il vient de pirater la machine. Et en plus, c'est signé par Microsoft. Donc, le but en fait, c'est de jouer sur le header. Le header, je vous ai dit, on va injecter un header. Typiquement, on va lui dire, bah écoute, c'est un exe, hein. Je viens de générer un truc. Vous pouvez utiliser Wine. On va aller dans Arsenal. Je vais vous montrer un petit exemple. Ok. Donc, j'ai mon B2 Spirits. Je vais lui dire Wine.
et je vais lancer le programme. Ok? Il y a Scroll qui se lance. Hein, vous pouvez le récupérer à cette adresse. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoute, Coco, alors, t'es gentil, mais j'ai quatre possibilités pour toi. Hein. Tout d'abord, tu vas pouvoir lancer ton exé. Hein, et si tu arrives à le lancer, ben moi, je peux même le signer. Ok? Ou je peux le signer en offline. Je peux également construire un système de protection de DRM sur le fichier exe. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi ce délire? Eh ben, à partir du moment où j'ai copié mon malware, ma charge utile, mon virus sur la machine de ma victime, elle peut plus rien faire. Si son antivirus envoie la charge utile, le payload, le virus, le fichier exe, ce que vous voulez, sur Virus Total, ok, sur le cloud de l'antivirus, le fichier est détruit. Il est illisible. Ok? Si jamais elle essaye de le copier sur un autre partage réseau, de le copier sur un autre disque dur pour le déplacer, pour faire de la rétro-ingénierie, automatiquement, le virus s'autodétruit. La charge utile s'autodétruit. Le malware s'autodétruit. Ensuite, je peux faire Armor. Armor, ça va à la fois protéger le processus, hein, et injecter ce système anti-DRM. Hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas analyser le virus. Quand ils vont le faire, en fait, au niveau des instructions C, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont juste voir qu'il y a un processus qui a spawné. Ok? Mais il n'y aura pas toutes les métadonnées. Ok? Et les événements liés aux appels, aux syscalls, aux appels bah, en C et également aux API, aux interfaces de programmation, aux fameux hooks, comme je vous disais, qui tournent dans le kernel Windows pour protéger le système d'exploitation. Donc là, on fait de l'anti-forensique et si jamais on envoie le fichier, on essaie de le lire, de le copier, de faire n'importe quoi, eh ben, il disparaît, il s'autodétruit, il est illisible. Ok? Et on peut faire de l'unlink. L'unlink, c'est le summon. Une fois que vous avez poussé la charge utile dans le système, vous l'effacez. Vous l'effacez totalement du fichier, du système de fichiers NTFS. C'est-à-dire qu'il est fantôme. Hein, c'est pour ça qu'on parle de hollowing, de shadowing, de ghosting. Vous avez un processus résident qui tourne sur la machine, qui a pris le contrôle de la machine, et vous ne pouvez même pas le voir. Ni sur le disque dur, ni dans le système de fichiers. Il n'y a plus aucun artefact, il n'y a plus de header, il n'y a plus aucun lien qui le rattache au niveau des métadonnées au NTFS, au système de fichiers NTFS. C'est ce qu'on appelle une attaque fileless. C'est le top du top dans les menaces persistantes avancées. Ok? Quand on va attaquer des infrastructures militaires, on utilise des techniques comme ça.